Changer de paradigme de développement de la République démocratique du Congo est devenu une impérieuse nécessité. C'est à ces propos que la République démocratique du Congo a opté pour des zones économiques spéciales. Nous tenterons dans cette émission de répondre à quelques questions telles que qu'est-ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui dans les zones économiques spéciales, sans oublier qu'est-ce qui reste à faire. Bien sûr, avec le chargé de mission ou le responsable de l'agence des zones économiques spéciales, nous vous disons salut et merci de continuer à nous suivre. Monsieur le chargé de mission, comment allez-vous? Je vais très bien, madame. Ça fait 7 ans que l'agence des zones économiques spéciales existe. Si on peut poser la question, quel a été le chemin parcouru? C'est déjà beaucoup, hein, 7 ans. Merci beaucoup, madame, pour la question et surtout pour l'intérêt que vous ne cessez de manifester pour les zones économiques spéciales. Comme vous l'avez bien dit, ce n'est pas la première fois que nous sommes invités sur votre plateau pour pouvoir parler des zones économiques spéciales. Mais avant toute chose, je tiens d'abord à saluer vos téléspectateurs. Je les salue parce qu'ils ont eu le temps de nous suivre. Merci. Je salue aussi à tout seigneur, tout honneur, les chefs de l'État, le président de la République. Le Seigneur est partout, hein, là où il Bien est, sûr. l'équipe Bien sûr. de son gouvernement, Bien sans sûr, oublier. bien sûr, parce que si je dois dire quelque chose à son égard, c'est que depuis qu'il est au pouvoir, nous avons senti qu'il y a une autre dynamique par rapport aux zones économiques spéciales. Surtout qu'avec l'accompagnement du ministre de l'Industrie, depuis qu'il est là en tout cas, nous trouvons qu'avec ce gouvernement-ci, nous sommes en train d'avancer et nous espérons que... Il y a une évolution bien sûr, positive. Hein? Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est bon. Et nous espérons que dans les prochains jours, ce que les gens croyaient qu'il était juste un slogan, ça doit être une réalité pour le peuple. Les gens vont les vivre dans les jours qui viennent. Nous y croyons. Si j'étais une évangéliste, je dirais Amen. Amen. Alors nous continuons le chemin parcouru. Alors, bon, il faut dire que l'ASES était un établissement public, créé par décret 15/007 du 14 avril 2015. Donc, il y a quelques jours, nous venons de totaliser 7 ans d'existence, de création sur papier par décret du Premier ministre. Parce que, en fait, c'est sur base de la loi 14022 du 7 juillet 2014 que l'ASES a été créée. Parce que, à l'article 6 de cette loi, il est dit que l'administration des zones économiques spéciales relève d'un établissement public. C'est comme ça qu'en application de cette loi, l'ASES a été créée. Mais l'ASES a été créée, il fallait maintenant la mise en œuvre. C'est pratiquement en fin 2016, début 2017 que l'ASES a été lancée, lorsque j'ai été désigné comme chargé de mission par le Premier ministre. Donc vous comprenez, c'est lui le responsable depuis 7 ans de cette agence des zones économiques spéciales. Donc je suis là en tant que chargé de mission de l'agence des zones économiques spéciales pour faire avancer ces processus. Alors nous sommes en train de travailler, comme vous savez, nous dépendons du ministère de l'Industrie, parce que les zones économiques spéciales dépendent d'abord du ministre de l'Industrie. Et au niveau du ministère de l'Industrie, nous avons un plan directeur d'industrialisation. Et dans ce plan directeur d'industrialisation, suivant la volonté du chef de l'État, la RDC a été subdivisée en 6 zones industrielles. 6 zones industrielles. Lequel vous avez, ça part de la manière dont les pays étaient administrés avant, en province là. Donc il y a la zone industrielle de l'Ouest, qui comprend les anciennes provinces. On va parler du Congo central, de Bandundu, la province du Kwango, du Kwilu, tout ça. Et puis il y a la zone industrielle du Sud, qui comprend les Grands Katanga particulièrement. Tous les Grands Katanga, donc les Hauts-Katanga, les Olomami, les Tanganyika et les Lualaba. Il y a du côté de l'Est, tous les Grands Kivu. Et puis au centre, vous voyez les centres, donc tous les Grands Kasaï. Et puis vous prenez vers le nord-ouest les provinces telles que la Chopo, les Ouélé, les Baouélé, toutes ces provinces-là de ces côtés-là aussi. Ça constitue des zones industrielles. Mais maintenant, dans ces zones industrielles-là, l'État veut que nous puissions devenir des zones économiques spéciales. C'est-à-dire quoi les zones économiques spéciales? Une zone économique spéciale est un espace bien délimité dans lequel l'État donne certains avantages pour que les entreprises qui viennent travailler dedans puissent bénéficier de ces avantages-là et travailler dans les meilleures conditions pour attirer des investissements. Parce que, comme vous savez, du point de vue du climat des affaires, notre pays n'est pas toujours au rendez-vous. On nous reproche beaucoup de choses. C'est vrai, il fournit assez d'efforts, mais quand même, il reste à faire encore beaucoup de choses. Encore à faire. Alors, pour pallier à tout ça,
on a imaginé de faire les zones économiques spéciales. C'est-à-dire que dans les zones économiques spéciales, il y a un cadre qui est déjà là, il y a des avantages qui sont déjà prévus. Les entreprises et les aménageurs qui viendront dans ces zones économiques spéciales vont bénéficier de ces avantages-là. Donc nous, en tant qu'agence des zones économiques spéciales, notre mission principale, c'est administrer, réguler, contrôler et suivre toutes les zones économiques spéciales à travers la RDC. En fait, nous sommes un organe de régulation, comme l'organe de régulation des postes de télécommunications. L'ARPTC. Voilà. Donc nous sommes aussi un organe de régulation. C'est parce que dans le domaine industriel ou dans les secteurs industriels. Donc pour les zones économiques spéciales, c'est nous qui recevons les demandes des statuts des zones économiques spéciales, nous les évaluons et nous décidons d'octroyer les statuts des zones économiques spéciales à des sites bien dédiés. Donc nous avons cette responsabilité-là, c'est nous qui les suivons, c'est nous qui les sanctionnons aussi. Si nous trouvons qu'une zone économique spéciale ou un aménageur ne remplit pas ses missions telles que prévues, nous avons le pouvoir de sanctionner. Nous sanctionnons pourquoi? Nous sanctionnons pour que les intérêts de l'État soient sauvegardés. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Comme vous l'avez dit, nous sommes encore une jeune structure avec beaucoup de défis aussi. Qui a 7 ans, c'est-à-dire il a commencé l'école, oui, c'était un enfant. Voilà. Donc nous sommes quand même en train de marquer petit à petit le terrain. Nous sommes un organe qui a été budgétisé. Si vous regardez les budgets de l'État, l'ASES émarge dans la rubrique du ministère de l'Industrie. Nous avons reçu souvent les appuis des partenaires. Extérieurs, en dehors de l'État congolais. Oui, la Banque mondiale au début, quand nous avons commencé avec la cellule d'appui aux zones économiques spéciales à l'époque, la Banque mondiale, la SFI. Aujourd'hui, nous avons l'accompagnement de la BAD pour le financement des infrastructures de la zone économique spéciale de Maluku. On va en parler. Nous en parlons déjà parce qu'on dit il y avait un contrat avec l'aménageur qui date maintenant des ans. De 2 ans, on l'a retiré. Et pourquoi vous avez rompu soudainement? C'est quoi le problème? Ben oui, parce que ça nécessite beaucoup d'explications. Oui. Madame, vous savez... 2 ans après, pourquoi vous avez attendu assez longtemps alors que le chef de l'État met au sommeil? D'ailleurs, si nous sommes en train de pousser, c'est parce que le chef de l'État... Avec un délai, il dit les 15, je dois voir clair. Je crois que nous avons reçu... nous avons été avec le ministre de l'Industrie qui nous a donné des directives précises par rapport à la zone économique spéciale de Maluku. Indépendamment du retrait du statut des zones. Non. D'abord, le gouvernement veut que ces zones-là puissent démarrer. D'être viable. Voilà. Pour que la zone démarre, il y a des préalables. Lesquels? Le premier préalable, c'est qu'on devrait avoir des moyens. Les moyens, l'État les a cherchés. L'État a donné ces moyens-là. Comme j'ai dit, nous avons l'accompagnement de la BAD à travers un appui budgétaire qui va financer les infrastructures de base de la zone. C'est-à-dire que la voirie, vous connaissez bien la zone de Maluku, c'est clôturé. Maintenant, il faut à l'intérieur faire les travaux. La voirie, l'électricité, l'eau et l'autre. L'argent est déjà là. Disponible. Oui, à quelle hauteur, si je ne sais pas, si je ne crois pas, c'est une discrétion. Plus de 25 millions de dollars. C'est énorme. Oui, l'argent est déjà là, dans un compte qui est déjà là. On va en parler. Cet argent n'est pas géré par nous. Soyez rassurés, c'est pas géré par nous. Il y a une agence dédiée du ministère des Finances qui gère cet argent. Qui gère l'argent. Qui gère ça. Ce n'est pas nous qui gérons cet argent-là. Alors, il fallait qu'on ait un plan d'aménagement de cette zone-là. Malheureusement, c'est au préalable. Ce qui devait se faire, c'est d'abord ce plan d'aménagement. Le plan d'aménagement. Et qui devait amener le plan d'aménagement? C'est l'aménageur. Madame, nous avons signé le contrat d'aménagement le 28 janvier 2020 avec une réserve. Pourquoi une réserve? Parce la réserve, il faut avoir ce qu'on appelle la confiance mutuelle entre partenaires. La réserve, c'était quoi? C'est que lorsque nous signons les contrats d'aménagement, le plan d'aménagement proposé par l'aménageur, nous ne l'avions pas accepté. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas conforme au schéma directeur de la zone. Nous lui avons dit, OK, on va signer les contrats d'aménagement, mais vous allez nous présenter un autre plan d'aménagement enrichi avec des études techniques. Et nous avions donné... Donc vous acceptez bien que ça ne va pas déjà? Non. Vous dites, nous y allons? Non, c'est pas ça. C'est vous n'êtes pas ceux qui avaient fait le choix. Un contrat est mis en œuvre de bonne foi. C'est un partenaire qui a été recruté. Oui, il a été amené. OK, c'est lui qui va faire la zone. OK, on se rend compte qu'il y a telle chose qui manque. Mais ça, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que nous avons donné un délai de grâce en disant voilà. Parce que quand on a signé le contrat d'aménagement, c'était pendant la période de Covid, il ne faut pas oublier. D'accord. On a signé le contrat en janvier. Qui a détruit, au mois de mars, ça, ce n'est pas une raison. Non, je suis en train de venir. Pas une raison. Au mois de mars, déjà, la Covid était là. Et beaucoup de partenaires ne savaient plus se déplacer. C'était devenu un peu compliqué. Mais nous avons continué. Une grâce de plus pour Voilà, nous avons continué à discuter avec eux. Jusqu'à ce que,
au mois de septembre, parce qu'il devait être en contact avec des investisseurs. Au mois de septembre, nous avions accepté de lever la mesure suspensive en lui disant ceci. Nous levons la mesure suspensive, mais vous devez nous présenter un plan d'aménagement avec des études. Madame, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons jamais reçu ce plan-là. Et les peuples congolais, j'ai dit bien que c'est un préalable. Nos téléspectateurs, voilà. Doivent suivre les préalables des préalables, vous avez donné pour faire la zone économique spéciale, c'est le plan d'aménagement. Voilà. On ne l'a pas eu. Alors, nous sommes quand même des représentants de l'État. Je dois préciser que quelle est la nature de cette zone de Maluku? La zone de Maluku, ce n'est pas une zone privée. C'est une zone qui est mise en place à l'initiative de l'État. Donc c'est d'abord l'État qui a pris l'initiative. Donc l'État doit veiller. Pourquoi? Parce que c'est une zone pilote. C'est-à-dire que cette zone-là doit servir de modèle dans d'autres que l'État va créer à travers les pays. J'ai dit ici que les pays ont été subdivisés en 6 zones industrielles dans lesquelles il y aura des zones économiques spéciales. Il y aura des zones de privées, il y aura des zones publiques. Des zones privées, par exemple, il y a déjà une zone économique spéciale qui sera bientôt lancée pour que nous avons signé un contrat d'aménagement avec une zone d'aménagement dans le Haut-Katanga, la zone de Kisushi. Ça, c'est privé. La gestion ou les suivis que nous faisons pour les zones privées et les zones publiques, c'est différent. Mais les zones de Maluku, c'est une zone publique. C'est qui est fait dans le cadre d'un partenariat. Donc l'État apporte des moyens. L'État, non seulement, il apporte des terrains. Ces terrains, c'est un terrain de l'État. Donc l'aménageur ne peut pas faire n'importe quoi. Tout ce que l'aménageur doit faire, ça doit être en parfaite collaboration avec nous, les représentants de l'État. Continuons. Il n'a pas présenté le plan d'aménagement de la zone. Arrivé au mois d'octobre, l'État a eu le moyen nécessaire pour faire la zone. Donc il dit maintenant j'ai le moyen. J'ai des moyens. Je vais commencer. À votre disposition. Voilà. Pour qu'est-ce que je dois faire? Le boulot. L'aménageur n'a pas présenté le plan d'aménagement. Nous sommes l'organe de régulation. Si vous prenez les termes de référence qui avaient recruté l'aménageur, ce n'est pas nous qui avons fait ces termes de référence-là. Les termes de référence disent que l'État devra apporter les études analytiques de cette zone. Mais quand on a signé le contrat d'aménagement, il était question que l'aménageur puisse les apporter. L'aménageur a été défaillant jusqu'à ce moment-là. Nous avons dit à l'aménageur, voilà, puisque vous n'avez pas donné les études, l'agence d'exécution du projet avec nous, on a proposé à l'aménageur, voilà, les fonds de l'État est là, on va lancer un appel d'offres, recruter un cabinet qui va présenter les études que vous allez approuver. Et puis on va avancer. Donc vous voulez même l'aider? Oui, bien sûr. Vous êtes venu avec une stratégie. Pour l'aider, pour avancer. Pour avancer. On ne parlait même pas avec lui des rangs pour les contrats. On lui dit non, puisque le plan d'aménagement n'est pas là, et que l'argent de l'État est là, et que avant c'était prévu que l'État porte les études, nous pouvons revenir à ça. Ce n'est pas un problème. C'est nous, les représentants de l'État, c'est nous. Nous pouvons le faire avec vous. Quand vous connaissez l'idée, voilà, on continue, mais on amène notre expertise. Voilà, ce n'est même pas nous. Nous recrutons un cabinet, on fait un appel d'offres, voici les termes de référence. Messieurs, donnez-nous votre avis sur ces termes de référence pour que nous puissions avancer. Madame, le combat a commencé là. Non, vous n'avez pas le droit de le faire, c'est nous qui devons le faire. Nous avons signé le contrat d'aménagement, nous avons signé ceci, c'est notre travail. Messieurs, ce n'est pas comme ça, c'est un terrain de l'État. Nous avons signé un contrat avec vous, mais sur cette matière-là, on n'avance pas. Si vous voulez qu'on avance, allons ensemble. Ils n'ont pas voulu donner leurs avis sur les termes de référence. Bon, nous avons dit, bon, nous, on va avancer. On a recruté les cabinets. Les cabinets, avant même de commencer les études, finalement, ils ont envoyé un expert d'aménageur. Hein. Il a envoyé ils ont été obligés de le faire parce que le pays doit avancer. C'est le Congo qui gagne. L'expert est venu 2 ou 3 fois comme ça. Lorsque moi, je ne suis pas ingénieur, moi, je suis économiste. Ils ont commencé les travaux. Par après, il a commencé à sécher. Non, nous signons sous réserve, ainsi de suite. Ça, c'est le premier préalable que l'aménageur n'a pas respecté. Deuxième chose, l'aménageur a été recruté sur la base qu'il a des moyens financiers pour prendre en charge les travaux d'aménagement de l'aménageur. Parce que dans les travaux d'aménagement, il y a les travaux qui sont pris en charge par l'État. C'est ça, les travaux d'infrastructure. C'est la raison pour laquelle, comme les infrastructures dépendent de l'État, nous avons préparé les termes de référence pour que nous puissions recruter un cabinet, faire des études que lui n'a pas fait. De faisabilité. Voilà, que lui n'a pas présenté. Les études techniques, les études de terrain, les études des sols, les études topographiques, les études bathymétriques et d'autres études qu'il n'a pas présentées. Alors nous, maintenant, le cabinet là a fait ces études-là. Maintenant, du point de vue financier,
Vous savez, madame, comment est-ce que nous, en tant qu'agence, nous pouvons juger de la solidité financière d'un investisseur? C'est à travers des garanties, par exemple, où il y a une banque, où il y a des gens qui acceptent de vous accompagner, ou bien les actionnaires de la société. Et notre problème que nous avons connu avec la ménageur. Deuxième problème. Ça, c'est le deuxième problème, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il y a un peu le problème de financement. Il ne nous a pas donné des garanties, des signaux clairs que le moyen sont là, qu'il a de moyens pour avancer. Voilà. Mais la société qui a été créée ne nous a pas prouvé. Troisième chose, la forme des sociétés créées. Si vous lisez, nous avons trouvé qu'il a, dans les termes de référence, il devait mettre en place une société de projet. La société de projet, ça devait être une société par action. La ménageur, ils ont mis en place une société en nom personnel, dans une SASU, une société avec un seul actionnaire. Donc déjà là, le troisième problème. Voilà. Et là, on parle de choses étatiques. Nous avons dit à la ménagère. On parle de ce qui concerne la population. Voilà. Là, j'ai le bien-être de la population. Madame, je suis tellement sérieux dans ce que j'ai dit. Moi, je ne fais pas des choses au hasard. C'est-à-dire, c'est l'intérêt de tout le monde. Voilà pourquoi le président de la République s'y met. D'ailleurs, lors du conseil du 25 février, le président parlait, il a demandé au ministre de l'Industrie de vérifier la solidité financière de la ménagère. C'est ce que j'ai envie de dire. Au préalable. C'est ça que j'ai envie de dire, c'est ça. Tu suis lui-même voilà. de près cette affaire. Allez-y. La forme des sociétés ne nous a pas satisfait. Nous avons dit à la ménageur, vous êtes engagé, parce que pour mettre en place la zone, il faut au moins 103 millions de dollars. L'État devra apporter 20 millions de dollars, la ménageur 83 millions de dollars. Et si vous regardez dans les 83 millions de dollars de la ménageur, 58 millions de dollars, c'est lui-même qui devra apporter. Et la vingtaine de millions de dollars, là, ça peut être un emprunt. Mais on n'a pas vu que la ménageur est allée solliciter un emprunt auprès d'une banque. On n'a pas vu que l'associé nous a donné des preuves qu'il a disponible de l'argent pour ça. Nous avons dit, ça ne sert à rien. Mettez en place, comme prévu dans les termes de référence, une société par action où vous aurez d'autres actionnaires qui pourraient venir. Ils vont vous amener un peu de l'air. Mais même nous, en économie, on nous a appris l'effet des leviers. Tu peux avoir de l'argent, mais tu préfères aller t'endetter pour que ton argent, tu l'affectes à autre chose. Ça aide les entreprises. L'argent que vous avez, vous affectez à autre chose, mais vous utilisez l'argent des autres. Puisque l'affaire est rentable, vous allez les rembourser. Madame, ça n'a pas été fait. Donc, aujourd'hui, nous ne savons pas comment est-ce que la ménagère pouvait financer ces choses-là. On ne sait pas. Et voilà pourquoi vous avez décidé de rendre directement. Pas directement. Nous avons fait des relances parce que nous sommes respectueux de nos engagements. Nous avons un contrat d'aménagement que nous avons signé. Dans le contrat d'aménagement, il est prévu des mécanismes. Quand nous nous sommes rendus compte de ça, l'aménageur, il est allé saisir les conseils d'État contre l'État. Est-ce qu'il n'y a pas de conditions de votre côté que vous n'avez pas pu respecter? Pas du tout. C'est-à-dire que... Parce qu'au préalable, vous devez connaître s'il est capable de son engagement vis-à-vis de l'État congolais. Un contrat est mis en œuvre de bonne foi. Il faut que la partie qui est en face de vous fasse aussi sa part de responsabilité. C'est comme un mariage. Hein. Quand nous, les hommes, quand nous nous marions deux fois, tu vois une belle dame, tu l'aimes, et puis c'est en arrivant à la maison que des fois, vous allez vous rendre compte que cette femme-là, elle est comme ça. Ça, je ne savais pas. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Mais il y a des signaux, il y a des signaux qui ne trompent pas. Lorsqu'il était venu, vous dit, le plan n'était pas... Non, c'est pas ce que je vais dire. N'était pas accepté, il fallait... Non, c'est pas comme ça. J'ai dit que il y a des choses que nous avons découvertes petit à petit. C'est comme ça que nous avons cherché, d'ailleurs, nous, à aider pour qu'elles avancent. Malheureusement, de l'autre côté, ce n'était pas le cas. Donc, j'étais en train de parler de la forme des sociétés. La forme des sociétés allait aider pourquoi? Parce que dans les contrats d'aménagement, nous avions dit que l'aménageur allait assurer la maîtrise d'ouvrage délégué pour les travaux de la zone. L'État amène l'argent, mais il devrait assurer la maîtrise d'ouvrage délégué. Or, pour assurer la maîtrise d'ouvrage délégué, l'aménageur devait avoir une certaine technicité. Il n'avait pas ça. Et rapidité. Il n'avait pas ça parce qu'il n'a pas présenté un plan d'aménagement acceptable. Quand on lui dit ça, il ne veut pas accepter. Jusqu'à ce que, au mois de décembre, nous avons tenu une réunion avec eux. Il était là lui-même, Ses représentants étaient là. Voilà. Les représentants étaient là. Au cours de cette réunion-là, on a dit, comme il y a un peu de divergence, on met en place une commission des experts de l'État, de la présidence, de la primature, du ministère de l'Industrie, des Finances, pour passer en revue les contrats d'aménagement pour voir les engagements des partis. Ces documents-là existent. Madame, ce que je suis en train de dire a été reproché à l'aménageur. Mais au lieu de chercher à corriger,
la ménagère n'a fait que s'entêter. À telle enseigne qu'au mois de février, lorsqu'il a appris que la cellule du ministère des Finances, là, qui a sur les aspects... Les équipes. Voilà. Parce que les études étaient finies, on avait adopté ces études-là au cours de cette réunion-là. Il fallait maintenant recruter les entreprises des travaux pour la zone de Maluku. Parce qu'avant d'essayer les travaux, après les études, il faut maintenant recruter les entreprises qui vont exécuter les travaux. Lorsque la cellule a fait un avis en matière d'intérêt, la ménagère a saisi le Conseil d'État contre ça, au mois de février. Et le Conseil d'État a rendu son ordonnance, ils ont été déboutés. Le Conseil d'État s'est dit incompétent, donc ils ont été déboutés. Au moment où nous parlons, nous sommes en étape où les travaux devront être lancés. Parce que les entreprises sont déjà recrutées, l'avis de non-option de la DGCMP est déjà là. Ces gens-là, au lieu de coopérer, ils continuent à s'entêter. Le 4 mars, d'abord le 2 mars, après que le Conseil d'État les a déboutés, le 2 mars, ils ont eu le courage de nous mettre en demeure. Ils disent qu'ils mettent l'État en demeure parce que l'État, nous, les représentants de l'État, nous n'avons pas rempli notre tâche. Nous n'avons pas rempli nos missions. Le 4 mars, ils ont été mis en demeure. Nous, maintenant, en tant que représentants de l'État, c'est prévu dans les contrats. Nous les avons mis en demeure. Mais peut-être aussi, il avait financé, il avait fait quelques travaux là-bas. Il s'est dit, je dois peut-être les récupérer après tout ce qui se passe. Oui, madame, vous savez, dans un contrat... Il faut aussi ses intérêts à lui. Oui, il n'y a pas de problème. Madame, j'ai dit que nous sommes respectueux de nos engagements. Dans les contrats, il est dit ceci. J'ai bien rappelé la nature de cette zone. Ce n'est pas une zone privée où l'aménageur peut faire ce qu'il veut, il peut prendre un engagement comme il veut. Dans la zone de Maluku, ou dans toutes les zones faites avec l'argent de l'État, l'aménageur ne peut pas faire ce qu'il veut. Avant d'avancer, il doit avoir l'aval de l'ASES, qui est l'autorité de régulation, de suivi et de contrôle. C'est prévu dans le cadre de ces contrats que l'aménageur, s'il veut contracter, même avec des consultants, avec d'autres qui peuvent l'aider, des sous-aménageurs et autres, il doit présenter les cahiers des charges pour approbation à l'ASES. Madame, j'ai mis mon doigt à couper. Votre doigt à couper. Et ça, c'est la télé, c'est pas la radio. Vous mettez votre doigt à couper. Que l'aménageur... Des ans près, vous rompez parce qu'il n'a pas rempli toutes ces conditions. Que l'aménageur nous amène une lettre signée par moi, parce que je suis le responsable de l'ASES, signée par moi, disant que nous avons approuvé tel consultant, tel bureau, tel, pour les travaux que vous allez faire dans la zone. Qu'il me le montre. S'il me le montre, je démissionnerai. Je vous dis, c'est gravissime. Je vous dis, s'il m'amène un document signé par moi, M. Bolanda, que j'ai validé tel consultant, telle chose, je dépose ma démission. Je dis que je suis tellement sérieux dans ce que j'ai dit. Ce n'est pas de la blague que nous sommes en train de dire ici. C'est des problèmes qui concernent l'État et le chef de l'État est derrière ça. Vous avez, le chef de l'État a donné un deadline pour que les travaux de Maluku soient lancés. Donc nous ne sommes pas en train de blaguer. C'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui ici. C'est comme ça que finalement, le 4 avril, nous avons appelé les représentants de l'aménageur pour venir. Madame, j'ai oublié de dire une chose. Allez-y, n'oubliez pas parce que c'est... Un autre grief, parce que je disais que... Je vais rappeler nos téléspectateurs, nous avons commencé, n'est-ce pas, à suivre le travaux de la zone économique spéciale de Maluku. Nous sommes descendus sur terrain au début des travaux et ça s'est daté de 2 ans. Et aujourd'hui, ils ont rompu, je dis bien, avec l'aménageur. Voilà. Donc je disais un autre grief, madame. L'aménageur devait mettre en place la société de projet. J'ai d'abord dit que la forme n'était pas bonne. Deuxième chose, il devrait rendre opérationnel cette entreprise-là. Quand on dit rendre opérationnel une entreprise, c'est quoi? Les doter d'un siège, du personnel, on voit l'entreprise... Donc c'était une entreprise mallette. Je peux le dire. Il n'y avait pas de Madame, statuts. Nous avons fait... ils ont fait les statuts. Ils ont fait les statuts. Comme j'ai dit, les statuts... C'est qui avait engagé. Non, ça, c'est pas notre problème. Les statuts, c'est un rapport avec la forme de la société. Nous avons parlé. Nous n'avons pas été d'accord avec ça. Au lieu de mettre en place une société par action, ils ont mis en place une société unipersonnelle. Ça, c'est leur problème à eux. Mais nous, en tant que représentants de l'État, nous leur avons dit que ce n'est pas ça. Maintenant, même cette société qu'ils ont mise en place, la CGM, pour l'opérationnaliser, il faut un siège, il faut du personnel. Madame, nous avons fait dernièrement ici un contrôle administratif qui nous a révélé que ce n'est pas ça. Non, nous avons, madame, nous avons qui n'existe que sur papier. Madame, nous sommes venus, et physiquement, on ne voit rien. Nos agents sont allés pour faire les contrôles administratifs, vérifier que vous avez du personnel, vous avez ceci. Ces personnels devaient être gérés par les codes du travail. Quels sont vos agents que vous avez? Donnez-nous le contrat de travail.
Madame, je n'ai vu aucun contrat de travail. Je n'ai vu aucun contrat de travail signé par un agent qui travaille pour cette... Je n'ai pas vu ça. En tout cas, les rapports... Jusqu'à présent. Je vous dis que je n'ai pas vu. S'ils ont fait ça après moi, je ne sais pas. En tout cas, quand nous avons fait les contrôles... C'est gravissime. Hein? Madame, on n'a pas vu ça. Et nous avons fait un rapport. Les jours du contrôle, la représentante de la société de gestion a refusé de signer les PV, les contrôles. Vous comprenez un peu? La représentante de la société de projet a refusé de signer les PV de contrôle. Alors que nous sommes l'autorité de régulation, nous sommes venus pour contrôler. D'abord, avant d'aller là-bas, ils nous ont dit non, ne venez pas au mois de mars, il faut venir en avril. Et vous laissez préparer. Et le ministre nous a dit, M. Bolanda, la société de gestion de Maluku n'est pas incarnée par une personne. Si les responsables là n'est pas sur place, il doit avoir des collaborateurs. Même moi-même, m'arrive de voyager. Mais quand je voyage, j'ai un adjoint, j'ai mes collaborateurs. Je ne suis pas éternel. Non. Tout peut arriver. Omniprésent, non, quand même. Une société a des structures, a des représentants. Il y a des directeurs, il y a des chefs de service, il y a des ceci. Mais allez vérifier là-bas. Allez vérifier si cette société-là a tout ça. La société n'est incarnée que par une seule personne. Chers je vous dis, c'est la seule personne qui vient. C'est la seule personne qui vient aux réunions. De temps en temps, non, c'est un consultant qui vient. Il est congolais. Oui. Je ne parle pas d'hommes. Je parle des structures. Il en parle. Je parle de la structure société de gestion des Maluku. Moi, je ne connais pas de personne. Je parle de Maluku, société qui est société d'aménagement. Nous avons fait les contrôles. Il s'avère que la société n'est pas viable. Je ne veux pas aller dire dans des termes un peu compliqués, mais elle n'est pas viable, elle ne nous rassure pas. C'est à une société comme ça que l'État va donner 25 millions de dollars. Beaucoup. Madame, s'il vous plaît, je vais encore répéter ça. Allez-y, donc, c'est à cette société-là non viable qu'on nous demande, nous, donc on demande à l'agent d'exécution de donner 25 millions de dollars à cette société pour faire les travaux d'aménagement. Vous voyez d'où vient le problème? La forme de la société n'est pas bonne, la société n'est pas viable, et vous allez donner 25 millions de dollars à ces gens. En plus, il ne remplit pas les conditions. Oui. Ni le prix est là. Voilà. Vous êtes en train maintenant de comprendre pourquoi nous sommes allés petit à petit. Vous comprenez? Nous leur avons écrit. Et maintenant, ils ont commencé maintenant à interagir avec nous à travers un avocat. Quelle est cette société-là qui a des structures, mais qui intervient à travers un avocat? Il accuse l'État congolais, oui, en quelque sorte. Oui, c'est un avocat toujours qui nous écrit. Moi, je suis chargé par tel pour vous écrire. Madame, l'avocat a eu le courage de nous mettre en demeure. Il dit, je vous donne 20 jours. Si dans 20 jours, vous ne faites pas ça, nous allons prendre des dispositions. Alors, nous avons dit, OK, puisque vous nous avez bien en demeure pendant 20 jours. D'abord, nous n'avons pas répondu à leur mise en demeure parce que la mise en demeure n'a pas respecté la forme. Dans les contrats, il faut respecter la forme. Les contrats disent la mise en demeure, il faut les récépissés de la poste faisant foi. Madame, ils ont envoyé leurs documents à la vaille qui vaille et ils ont voulu que nous puissions répondre. Mais non. Mais nous, quand on leur a mis en demeure, nous sommes allés, moi-même, là, je suis allé à la poste ici. J'ai déposé à la poste. J'ai les récépissés. Il est à mon bureau. Je peux me dire à ma secrétaire ici, va au bureau, ouvrez telle farde, amenez-moi les récépissés de la poste. Nous avons respecté la procédure. Et nous leur avons dit, vous avez 14 jours. Madame, j'ai déposé le document, parce que moi, je me fie maintenant à ce qui était déposé à la poste. Déposé à la poste les 5 mars. Ils ont reçu la lettre le 9. Les récipients de la poste dit que le document a été déposé le 9 mars. Donc pour nous, le temps était déjà épuisé. Et le 4 mars, nous les avons invités. Avant ça, après la réunion... Le 4 avril, pardon. Avant ça, j'ai dit que lors de la réunion du 25 février, les chefs de l'État demandent au ministre de l'Industrie de vérifier leur société financière. Nous le félicitons. Hein. Cette zone économique spéciale a été mise en œuvre. Nous avons accompagné le chargé de mission, le responsable de cette agence, M. Ogibola. Ce n'était pas facile. D'abord, faire libérer les gens qui habitaient à l'intérieur, c'était terrible. Il est arrivé à le faire avec beaucoup d'efficacité. Et aujourd'hui, on nous dit, 2 ans après, la ménagère n'a pas rempli toutes les conditions. C'est triste. Je suis en train de continuer. J'ai dit que le 25 février, lors de la réunion du Conseil des ministres, je crois que c'est la 42e réunion, le président de la République a demandé au ministre de l'Industrie, parce qu'il a donné en parlant dans sa communication de la zone économique spéciale de Maluku, il a donné des injonctions à quelques ministres, dont le ministre de l'Industrie. Le ministre de l'Industrie, c'était de vérifier la solidité financière de l'aménageur. Le ministre m'a écrit, il dit, AZES, en tant qu'autorité concédante, c'est que les gens doivent comprendre, nous sommes d'abord une autorité.
Et devant une autorité, on doit avoir un certain respect. Vous êtes l'autorité concédante pour la zone de Maluku. Je vous demande de contacter la ménageur qui vous donne des preuves de sa société financière. Ça, c'est le chef de l'État. Voilà. Monsieur Antoine Félix, voilà. Le ministre de l'Industrie a répercuté cette injonction-là chez nous. Nous avons appelé les gens qui travaillent avec la ménageur le 25 mars à nos bureaux. Messieurs, vous avez suivi le chef de l'État. Il va être informé sur votre société financière. Vous en dites quoi, madame? Ce qui est normal, c'est normal, c'est comme ça dans les grands pays. Toujours la langue de bois, voilà. Comme on dit en français. C'est-à-dire qu'un discours qui ne tient pas. Qui n'est pas clair. Non, pour le moment, nous, on ne sait pas vous donner les preuves, ainsi de suite. Je vais me référer à ma hiérarchie. Jusqu'aujourd'hui, où je vous parle, je n'ai pas reçu un document venant de la ménagère disant que voilà, par rapport à la question du président de la République, ainsi de suite, voilà comment nous allons financer nos travaux. Ne serait-ce que maintenant, là, ils pouvaient le dire. Nous avons contracté tel emprunt, nous avons tel qui va faire ceci, par rapport à la société d'aménagement, nous allons ouvrir les capitales. Ça allait nous rassurer, madame. Mais je vous dis, jusqu'aujourd'hui où nous parlons cette émission, en tout cas, nous, à la ZES, on n'a rien reçu. C'était le 25 mars. Ça, c'est de 1. De 2, les 4 avril, nous leur avons demandé de venir maintenant répondre à tout ce que nous avons relevé comme grief, parce qu'il y en a 9 dans notre mise en demeure. Il y a 9 griefs que nous avons relevés dans la mise en demeure. Donnez-nous des réponses. Pas des réponses convaincantes. D'ailleurs, qui est venu? C'est l'avocat qui est venu. C'est l'avocat qui est venu nous rencontrer. Oh non, ainsi de suite. Et puis un individu. Hein? Ils sont venus à 3 ou 4, mais la délégation était conduite par leur avocat. C'est toujours la langue de bois. Donc, des choses que vous ne comprenez pas très bien. Oh non, nous, on n'a pas fait ça. Nous, c'est si, vous aussi, vous n'avez pas. Messieurs, ce terrain-là, c'est le terrain de l'État. Ce n'est pas le terrain privé. L'État avait pris des engagements. C'est vrai, il est en train de les réaliser. L'État avait pris l'engagement de chercher l'argent. Il a l'argent. L'État avait pris l'engagement de mettre en place les guichets uniques. Il y a un consultant qui est en train de travailler pour préparer les guichets uniques. L'État a pris l'engagement de libérer les terrains des occupants. Les occupants, ils sont partis. Les quelques 4 qui étaient restés, que nous appelions des récalcitrants, nous avons dernièrement, avec les ministres des Affaires foncières, été en contact avec eux. Ils ont accepté de partir. Mais l'État est en train de faire ce qu'il devrait faire. Mais vous, la société financière, montrez-nous vos preuves que vous allez prendre. Vous avez pris tels engagements pour le financement. 0. Les plans d'aménagement. 0. Quand on vous dit on va avancer, vous ne voulez pas. On avance, vous saisissez le Conseil d'État. Mais finalement, cette zone-là ne va pas être mise en œuvre. C'est comme ça que nous avons pris nos responsabilités, en tant qu'agence des zones économiques spéciales, de retirer ces statuts des zones économiques spéciales à la ménagère. Nous n'avons pas fait le gangstérisme. C'est prévu dans la législation. Il y avait beaucoup de préalables, beaucoup de souplesse. Il y a eu des relances, il y a eu beaucoup de choses. Malheureusement, on ne peut pas continuer. Mais comme la loi nous le permet, oui, on a perdu beaucoup de temps. Et cela peut nous pousser même à aller en justice contre des gens, parce que nous, on a fait perdre du temps à l'État. Mais nous ne sommes pas là pour ça. On ne va plus y revenir. Non, c'est l'État. Ce qui est passé, comme disaient les philosophes, on ne se lave pas des fois dans un même fleuve. Ce qui est passé est passé. Nous voyons l'avenir. Pour l'avenir, maintenant, c'est quoi? C'est que l'aménageur a été déchu de son statut d'aménageur de la zone de Maluku, comme les décrets et les contrats les prévoient. Les décrets les disent. Il y a un décret 18060 du 29 décembre 2018 qui détermine comment les aménageurs et les entreprises viennent dans la zone économique spéciale. Et dans ces décrets-là, article 34 de ces décrets-là, il est bien dit que l'aménageur peut être remplacé par l'agence des zones économiques spéciales. C'est là où, je veux vraiment m'y atteler. Donc, parce que le problème maintenant, vous avez des chiffres. C'est vrai, il est parti, mais vous allez les remplacer par qui? Parce que nous devons avancer. Non, il y a tout un processus. Il y a tout un processus, parce que nous ne voulons pas faire les choses à la va-vite. Les décrets... Nous répartons à 0 ou il y a déjà un remplacement? Non, ce n'est même pas encore à l'ordre du jour. Je vous dis d'abord ce qui est prévu dans la loi. Ce qui est prévu, c'est que l'aménageur, nous, en tant qu'agence des zones économiques spéciales, j'ai rappelé d'abord l'article 6 de la loi qui dit que l'administration des aides relève de l'établissement public. J'ai rappelé un article du décret qui dit que la mission de l'agence des zones économiques spéciales, c'est 4 choses. Lesquelles? Administrer, réguler, contrôler, suivre. 4. Moi, j'appelle ça toujours ARC. C'est ça. Administrer, contrôler, réguler, suivre. Toutes les initiatives ayant trait
à l'aménagement et à la gestion des zones économiques spéciales en République démocratique du Congo. C'est nous qui suivons. C'est comme ça que l'État nous a donné toutes ces compétences-là. Même de retirer le statut à un aménageur qui est défaillant, comme celui de Maluku. Nous avons retiré ça. En attendant, c'est une mesure transitoire. Vous savez qu'il y a déjà 3 entreprises. Vous avez suivi qu'au mois de février, le patron de Pepsi est venu ici. Il a été reçu par les chefs de l'État. Ils attendent pour commencer dans la zone. Ils ne vont pas continuer à attendre indéfiniment. Mais c'est ça, il faudrait Madame, remplacer vous savez ça. que, C'est vrai, là, il y a la Madame, loi, il y a les... vous savez que le Congo est entouré par 9 voisins. Et que dans tous ces pays-là, chez tous nos voisins-là, il y a des zones économiques spéciales. Alors que chez nous, c'est encore quand nous sommes en train de tergiverser ici, ces gens-là peuvent aller là-bas. Mais nous, on n'a pas continué à attendre. Parce que nous savons que le Congo a plus à donner que tous ces pays-là. C'est pourquoi tu vois, toutes ces personnes-là, ces entreprises viennent au Congo. Pepsi va commencer à produire les produits de la gamme Pepsi ici au Congo. Tout engagé la main-d'œuvre congolaise. Il a demandé 34 hectares. Énorme. Une société chinoise qui va commencer à produire, au lieu d'aller acheter encore les carreaux et les faïences en Guangzhou, en Chine, on va les produire à Maluku. La société a demandé 40 hectares. Une société qui va produire des produits pharmaceutiques, 10 hectares. Madame, on va laisser passer ces opportunités parce qu'il y a un aménageur qui ne fait pas son travail. Alors nous sommes quel genre de responsables? C'est comme ça que nous, en tant qu'agents de zone économique spéciale, avec l'appui du gouvernement à travers le ministère de l'Industrie, nous avons décidé de retirer les statuts à l'aménageur. Et comme la loi l'a dit, nous, à ZAZES, nous allons superviser tous ces processus-là jusqu'à ce que nous allons lancer un nouvel appel d'offres pour recruter un nouvel aménageur qui va les remplacer. Donc maintenant, vous êtes vous-même l'aménageur jusqu'à présent? Non, à titre transitoire. On va maintenant lancer les travaux d'aménagement. Okay. Les travaux d'aménagement sont faits sur base d'un cahier de charges. Les cahiers de charges, je vous ai dit que le recrutement des entreprises de travaux a déjà reçu l'avis de non-gestion de la DGSMP depuis le 16 mars. Donc la DGSMP nous a déjà autorisé. Donc a déjà dit, OK, vous pouvez aller. Maintenant, ce qu'il faut maintenant contractualiser avec ces entreprises-là. Et pour le faire, il faut que la cellule, donc l'agence fiduciaire, puisse contractualiser avec eux. Donc, quelque part, c'est les ministères des Finances, en fait, parce que c'est eux qui ont l'argent. Ils doivent maintenant contractualiser avec eux et envoyer les contrats chez les premiers ministres. Parce que selon la loi, tu dois valider, parce que comme c'est un montant très important, c'est plus de 20 millions de dollars, ce n'est pas la cellule qui doit approuver, ça revient au Premier ministre d'approuver. Et de valider. Comme le Premier ministre avait déjà approuvé les études. Vous savez, pour faire les études, comme je vous l'ai dit, en décembre, quand on a lancé l'appel d'offres, après, le Premier ministre a validé ces contrats-là. Maintenant, là encore, le Premier ministre doit valider les contrats pour les travaux. Une fois que le Premier ministre a validé les contrats pour les travaux, on lance les travaux. Et nous y croyons, celui-ci Madame, sera ce n'est même pas de croire. C'est une affaire étatique qui engage l'État, mais aussi le bien-être du peuple congolais. C'est ça la réalité. Nous allons continuer à vous suivre et à suivre vos différentes activités. Pourquoi pas continuer à en parler. Nous continuons. Où en sommes-nous avec les déploiements? C'est vrai, c'est vraiment presque à la fin de cette émission. Où en sommes-nous? C'est vrai, parce qu'on a tardé avec moi. C'est l'actualité, parce que le peuple s'étonne. Oui. Pourquoi on doit rompre alors qu'on attend la viabilité? Il doit être serein parce que l'appui, la dynamique que nous avons aujourd'hui va faire que cette zone-là va commencer. C'est les responsables qui parlent. Je pense qu'ils vous ont suivi. Mais nous continuons. Où en sommes-nous avec le déploiement à l'intérieur du pays? Oui, ça fait rire, ça nous fait mal. Hein? Je rappelle qu'on a dit que le pays a été subdivisé en 6 zones industrielles et que dans les zones industrielles, il y aura des zones économiques spéciales. Pour le moment, comme j'ai dit, il y a des zones privées et publiques. Les zones privées, il n'y a pas trop de soucis. Parce que ce sont les privés eux-mêmes qui viennent vers nous. C'est le cas de la zone de Kiswichi à Lubumbashi. Okay. C'est le cas de la zone du Guaka, dans les Soudou-Bangui. Nous avons un projet dans les Soudou-Bangui. Félicitations. Oui, on va signer les contrats d'aménagement d'ici là parce qu'on a déjà validé. Les contrats d'aménagement, on va les signer d'ici là. Dans les Soudou-Bangui. Je sais que le président ira bientôt dans les Grands Équateurs. Okay. Il y a une zone économique spéciale dans les Soudou-Bangui qui va commencer. Encore, à l'Équateur. Oui, à l'Équateur. C'est vraiment le secteur agricole sera développé. Boosté. Il y a un projet dans le Nord Kivu, à Moussienene. Il y a un projet là-bas aussi. Il y a à Manono. Il y a normalement un projet à Manono, mais ça c'est un projet privé. À Manono. Vous vous rappelez que l'année passée, d'ailleurs c'est vous qui m'avez appelé, oui, mais là, avec le gouverneur de j'allais témoigner que le téléspectateur et le gouverneur qui m'a appelé, n'est-ce pas, ce qui veut dire qu'ils en ont parfaitement besoin. Nous avons eu des échanges avec eux aussi dans les OULE. Il y a aussi un projet qui est en gestation là-bas, dans le Congo central.
Nous espérons qu'avec avec la dynamique actuelle au niveau du Congo central, peut-être après les élections, nous aurons vraiment cette accalmie-là qui permettra que nous puissions commencer ces projets. Vous savez que Hyundai est venu ici l'année passée. Le patron de Hyundai est venu ici. Nous sommes allés avec eux dans le Congo central pour que le gouvernorat provincial puisse mettre à notre disposition un terrain. Madame, on n'a pas eu ce terrain-là. Jusqu'aujourd'hui. Je vous dis, on n'a pas eu ce terrain-là. On n'a pas eu ce terrain-là. Donc c'est un projet qui est là pour le Congo central. Il y a et qu'est-ce qu'il faut parce que alors, pour faire les zones économiques spéciales... Qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'il ne faut pas rater cette opportunité. Il faut que les responsables des provinces puissent réfléchir en disponibilisant les terrains. C'est ça d'abord la première chose. C'est quand nous avons les terrains que nous menons des études. Regardez, madame, d'ici là, il y aura une zone économique spéciale menée par les privés à Mbandaka, qui sera spécialisée dans la transformation du bois. Il y aura, vous savez que maintenant nous parlons maintenant des batteries électriques. Vous avez suivi l'actualité dans le Haut-Katanga, où les ministres de l'Industrie, avec d'autres, sont allés au lancement de l'atelier sur la mise en place d'un centre de recherche à l'université de Lubumbashi sur les batteries. Parce que l'avenir, c'est ça, la transition énergétique. Notre pays, pour faire les précurseurs des batteries, la RDC a été jugée plus compétitive que les États-Unis, la Chine et les autres. C'est comme ça qu'au niveau de Lubumbashi, dans les Haut-Katanga, l'université va héberger un centre de recherche. C'est des choses comme ça que le chef de l'État veut. Où la population voit que le chef de l'État est en train de travailler. Ce n'est pas des blablabla. L'effectivité, pas de paroles qui... Et c'est comme ça que le gouvernement est en train d'acquérir un grand terrain dans la zone de Kisushi, de 200 hectares, justement pour ce projet-là. Il y a d'autres qui viennent vers nous, qui veulent faire toujours dans le secteur des batteries, dans les Haut-Katanga. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où nous retrouvons tous ces minéraux-là dans les Grands Katanga. Les minéraux tels que les lithium, les cobalt, ne se trouvent pas chez nous, ne se trouvent pas dans les Congo central ou dans les Bandundu. Ça se trouve de ce côté-là. On doit faire ces centres-là là-bas. On doit faire ces zones économiques spéciales-là. Madame, la zone économique spéciale pour la transformation des produits miniers a été décidée depuis 2018. Vous imaginez, on est en retard. Mais heureusement qu'on est en train de récupérer les retards et qu'avec la dynamique actuelle au niveau de la tête du pays et au ministère de l'Industrie, les choses sont en train d'avancer. Je vous dis que nous sommes en train d'aller dans les provinces, mais la part des gouvernements provinciaux, c'est de disponibiliser des terrains et de mettre en place des commissions de suivi. Nous-mêmes, nous travaillons avec eux pour que ces commissions-là soient mises en place parce que nous savons comment ça se passe. Une fois que les terrains sont là, les investisseurs qui viennent vers nous, nous les amenons en province. Ça ne sera pas des zones créées à Kinshasa. Ça va profiter plus aux provinciaux. Voilà. Pour les gouverneurs des provinces, ils ont intérêt à créer... À disponibiliser. À travailler avec nous pour que ces zones économiques spéciales-là puissent avoir les jours en province. En quelques lignes, qu'est-ce qu'on peut retenir de vos perspectives d'avenir à court, moyen et à long terme? À court terme, je dois dire que la zone des Maluku, la zone pilote, va démarrer. On va lancer les travaux. Si on va trouver notre aménageur. S'il va encore soumissionner, ça sera son problème. Mais nous allons continuer. Nous avançons. Nous allons avancer. La zone sera lancée. Les zones à venir aussi dans d'autres provinces seront lancées. Et nous-mêmes, en tant qu'agence des zones économiques spéciales, nous espérons que tout ce que nous avons demandé au gouvernement, notamment nous donner un siège administratif, un bâtiment. Le président a rappelé ça dernièrement pour mettre à notre disposition un bâtiment de l'État. Madame, nous avons des ressources pour nous construire un immeuble pour l'agence des zones économiques spéciales. Ce qui nous manque, nous serons heureux un jour de venir chez vous. Les jours de mais dans un bâtiment, voilà. Oui, dans un bâtiment, les nôtres. Nous avons des moyens pour ça. Tout ce qu'on demande à l'État, je crois que le président demande au ministère de l'Urbanisme de disponibiliser un bâtiment pour nous. Nous attendons ça. On n'a pas encore ça. Voilà. Et voilà un peu ce que je peux dire. Nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Comme vous l'avez compris, pour booster l'économie, il est important, ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo, mais c'est dans le monde entier, dans le pays qui se veut développer. Il crée toujours des zones économiques spéciales, publiques ou privées pour le cas de la République démocratique du Congo. Lorsqu'on dit on crée une zone économique spéciale, c'est pour permettre aux entreprises de produire de biens qu'on achetait peut-être venant de la France, pourquoi pas de la Chine. Lorsque ces biens-là sont produits en République démocratique du Congo, ça réduit certains coûts, ce qui fait en sorte que le prix de vente de ces biens soit réduit. C'est clair et net que les zones économiques spéciales vont booster
l'économie congolaise. Nous vous disons merci de continuer à suivre la chaîne nationale congolaise. Au revoir et à très vite.